Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce petit retard, ce léger retard, donc indépendant de notre volonté. D'économie et de finances, il en est question dans les grands dialogues de ce mardi. Vous l'avez sans doute suivi, le conseil d'administration du FMI vient d'achever sa 5e réunion au titre de ce qu'on appelle la facilité élargie des crédits avant d'approuver un décaissement de 26,9 millions de dollars pour le Mali, soit environ 17 milliards de francs CFA. L'institution financière n'en est pas à son premier décaissement après une période de brouille entre les deux parties. Est-ce désormais le beau temps après la pluie? Autrement dit, après les moments d'incompréhension, le Mali serait-il à présent dans les bonnes grâces du FMI? Qu'est-ce qui expliquerait ce regain de confiance et de quelle garantie dispose l'institution quant au bon usage du montant mis à la disposition du pays? Comment se porte l'économie malienne aujourd'hui d'une façon générale? Le sujet inspire donc beaucoup d'interrogations, des interrogations que nous allons partager avec nos invités qui sont donc au nombre de 3. Robert Diarra, il est le secrétaire général du ministère. Voilà. Alors, on va donc rectifier Robert Diarra, qui est donc le chef de cabinet du ministère de l'économie, ici présent dans ce studio. Abdoulaye Tal, le représentant du FMI au Mali, et Cheikhna Bounajim Sissé, qui est donc économiste. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Les conclusions de la 5e revue de la performance du Mali dans le cadre d'un programme économique soutenu par un accord au titre de la facilité élargie des crédits FMI ont été favorables au pays. Il bénéficie d'un décaissement de quelques 17 milliards de francs CFA. Pourtant, en 2014, tout près, c'était la brouille entre le Mali et le FMI. Qu'est-ce qui a donc changé pour que Bamako soit ainsi dans les bonnes grâces de l'institution financière? Je pose la question à vous en premier lieu, Monsieur Diarra, vous qui êtes donc le chef de cabinet, vous, Robert Diarra, le chef de cabinet du ministère de l'économie. Ok, merci bien. Donc, par rapport à cette question, ce qu'il convient de préciser, c'est que rapidement, l'une des missions essentielles du Fonds monétaire international, c'est d'aider les pays à mettre en œuvre des bonnes politiques économiques et financières. Donc, c'est des politiques qui sont mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre des balances de paiement. Donc, ceci étant le programme de facilité élargie des crédits que le Mali a signé avec le Fonds monétaire international, on a fait la revue à Washington avec les experts du fonds. Et cette revue, quand même, a été jugée satisfaisante. Pourquoi satisfaisante? Parce que les engagements du Mali contenus dans ce programme ont été totalement réalisés. Alors, ça veut dire que vous avez obtenu une très bonne note de la part de cette institution financière. En tout cas, le FMI apprécie, selon déjà les engagements, les indicateurs qui sont convenus dans ce programme. Et ces indicateurs, il y en a plusieurs. Et par rapport à ces indicateurs, ça repose sur des engagements. Le fait que le Mali ait respecté l'ensemble de ces engagements, c'est ce qui a permis au FMI, aux experts, d'apprécier un peu la qualité de la politique économique au Mali et de voir qu'il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant en améliorant un peu la gestion budgétaire et aussi en mobilisant beaucoup de ressources intérieures pour financer le développement. Alors, nous avons dans ce studio, je vous le disais, le représentant et résident du FMI au Mali, Abdoulaye Tal. Alors, M. Tal, le FMI ferait-il beaucoup plus confiance aujourd'hui au Mali? Merci pour cette opportunité. En effet, le conseil d'administration a trouvé que les critères de performance du programme ont été réalisés et le gouvernement a continué à prendre les mesures nécessaires pour remplir les objectifs du programme. Donc, les données qu'on a à fin décembre montrent que la performance a été très bonne. Beaucoup plus généralement, la croissance économique a été forte et l'inflation a été maîtrisée et les finances publiques ont une bonne tenue.
Donc c'est sur la base de ces performances que le Conseil a déterminé que le Mali a rempli les critères et a procédé au décaissement. Pour le bénéfice de vos auditeurs, il faut aussi ajouter que le programme La facilité élargie du crédit, c'est un programme triennal et qui comporte des revues semestrielles. Donc chaque 6 mois, le FMI fait une évaluation et on en est à la 5e évaluation qui a été très concluante. Alors, 17 milliards de francs CFA mis à la disposition du Mali par le FMI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cheikhna Abounajim, Sissé, économiste? Merci pour l'invitation. C'est vrai que dans la situation actuelle du Mali, toute aide qui peut permettre à ce que le pays puisse retrouver ou consolider ses équilibres macroéconomiques sont salutaires. Mais je voudrais m'empresser de le dire, c'est que il faut voir derrière le rideau. Ce qui est en cause, ce n'est pas les fonds reçus, il faut préciser, ils sont là, que l'aide du fonds n'est pas dans le cadre du développement économique. C'est pour corriger les déséquilibres qui pourraient subsister au niveau de la balance des paiements. Tel que l'a si bien dit M. Diarra. Donc, je pense que le débat pour les auditeurs mériterait mieux le contexte ainsi précisé par vous, de savoir est-ce que, globalement, le programme avec le Fonds monétaire permet au Mali de s'extirper de cette pauvreté ambiante et galopante. Et quelle serait votre réponse? Ma réponse, elle serait nette, précise et concise. Il y a d'abord 4 raisons qui font que je suis très sceptique quant à l'efficacité du programme, parce qu'en économie, ce qui est important, c'est l'efficacité. Il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est que nous sommes sous programme avec le fonds. Vous n'êtes pas censé ignorer que le Mali a rejoint le fonds en 1963. Et depuis 1980, nous sommes en programme d'ajustement structurel avec le fonds. Nous avions connu 3 variantes. Nous sommes à la dernière variante, notamment de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Ça fait 30 ans que nous sommes sous programme et le Mali pointe toujours, comment dirais-je, dans le bas du tableau de l'indice de développement du PNUD. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que malgré tous ces efforts-là qui sont faits, la pauvreté est galopante, le chômage, ce sont les termes même du communiqué du Fonds monétaire qui dit que la situation économique et sociale ne s'est pas améliorée. Et la Banque mondiale même est partie un peu plus loin pour dire que depuis 2010, la pauvreté augmente, donc qui n'a rien à voir avec la crise multidimensionnelle que nous avons connue en 2012. Le troisième élément, je vais en finir là, et c'est ça le plus important, c'est que c'est le retard économique du Mali. Si le temps le permet, pour les besoins de votre débat, j'ai fait un benchmark entre un profil type qui est un pays qui présente le même profil que le Mali, c'est le Botswana. Un pays enclavé, sans accès à la mer, un pays désertique à 70% de son territoire. Donc nous avions tous les ingrédients nécessaires pour, or aujourd'hui, entre le Botswana et le Mali, c'est comme si vous passez du jour à la nuit, et je pourrais expliciter. Et il y a 3 éléments, et je vais en finir aussi à cela, avec votre permission. Et je voudrais que mes interlocuteurs, qu'on puisse en discuter. C'est les mines, la faible intégration du secteur aurifère, la faible transparence de ce secteur-là, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Donc, il y a des éléments objectifs qui font qu'aujourd'hui, le Malien moyen est en droit de se demander quelle est l'efficacité du modèle économique qui est poursuivi par le Mali. Nous allons à présent suivre la réaction du chef de cabinet du ministère de l'économie, M. Diarra Robert. Ok, en tout cas, merci bien. Moi, je crois que par rapport à ce débat, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'au Mali, on a déjà un cadre macroéconomique qui est très vulnérable. Vulnérable, c'est important.
Ça veut dire que face au choc exogène, donc on est beaucoup exposé. Et déjà, les politiques que nous mettons en œuvre, ces politiques reposent sur le cadre macroéconomique. Et quand vous prenez la croissance au Mali, elle est déterminée par un certain nombre de facteurs. Par rapport à ces facteurs, nous avons déjà la pluviométrie. Donc à chaque fois que la pluviométrie est au rendez-vous, donc ça améliore donc la croissance au niveau du secteur agricole. Et aussi, nous sommes un pays aussi qui échange avec le reste du monde. Notamment les chocs exogènes frappent de plein fouet à notre économie. Juste un exemple que je m'en vais donner, je prends déjà le prix des hydrocarbures. Le prix des hydrocarbures, il est déterminé par le marché international. Donc le Mali n'a pas d'influence à ce niveau. Et à chaque fois que les cours mondiaux montent par rapport à ces produits, le gouvernement a toujours utilisé l'instrument fiscal en baissant, donc en renonçant à des recettes au cordon douanier pour faire en sorte que l'essence à la pompe soit abordable au Mali moyen. Et c'est des politiques que le Mali a appliquées depuis plusieurs années. Ça, je dis, c'est vérifiable parce que par rapport aux autres pays, d'aucuns se disent que au Mali, l'essence coûte moins cher. Et pourtant, les citernes des camions maliens traversent ces pays pour amener l'essence au Mali. Mais c'est la politique qui fait ça, puisque la préoccupation au niveau des autorités a été toujours donc faire en sorte que les Maliens puissent accéder à des prix accessibles. Donc c'est vraiment important. Et quand on subit de plein fouet donc ce genre de choc, ça entraîne des pertes de recettes sur le plan budgétaire. Et de façon indirecte, ça joue aussi sur la mise en œuvre du budget. Donc c'est ce qui fait que quand on prend un peu au cours de ces dernières années, on a eu une croissance. La croissance a été soutenue, mais quelque peu donc influencée ou par un peu donc l'évolution des cours mondiaux, donc qui ont fait des fois que l'État a perdu des recettes. Mais de façon globale, ce qui est important, c'est que les politiques économiques qui sont mises en œuvre par l'État malien, c'est des politiques qui visent à améliorer les conditions de vie. Je le dis parce que quand on prend un peu le budget, et le FMI aussi, quand ils viennent aussi, ils apprécient le programme par rapport aux politiques même que l'État s'est fixées. Ils essayent de voir les activités, les inscriptions budgétaires qu'on a faites dans la loi des finances. Est-ce que ces inscriptions reflètent ces engagements de l'État, que l'État lui-même s'est fixé? Et quand on prend ces engagements, donc déjà, en termes d'allocation budgétaire, les secteurs sociaux, l'État malien a toujours donné la priorité à ces secteurs. Quand je dis secteurs sociaux, il faut comprendre par là l'éducation et la santé, donc plus le développement social. La préoccupation à ce niveau, c'est faire en sorte que les Maliens puissent accéder à des centres de santé et à des rayons de moins de 15 km. Aussi, quand je prends l'éducation aussi, c'est faire en sorte que les enfants maliens puissent avoir la chance d'être scolarisés. Alors, et aussi la disparité entre filles et garçons, corriger cela. Nous allons nous retrouver pour la suite de ces débats dans un instant. Ok. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Dans le grand dialogue de ce mardi, il est donc question d'économie et de finances du pays. Nous en parlons avec trois invités. Robert Diarra, qui est donc le chef de cabinet du ministère de l'économie, Abdoulaye Tall, le représentant et résident du FMI au Mali, et Cheikhna Bounajim Sissé, qui est économiste. À présent, nous allons nous adresser au représentant du FMI. Et dans son communiqué, le conseil d'administration du FMI parle donc des progrès dans la mise en œuvre du programme économique du pays. À quel niveau ces progrès sont-ils palpables, monsieur le président? Je vais mentionner 3 points. Premièrement, un des objectifs du programme, c'est de promouvoir la stabilité, d'ancrer la stabilité macroéconomique. Dans ce sens, vous avez pu remarquer la croissance qui était de 6% en 2015, ce qui est une performance remarquable. En 2016, la croissance est établie à 5,3, ce qui est aussi appréciable. L'inflation a été maîtrisée et 3 points focaux du programme, c'est la mobilisation des recettes.
dans ce domaine, il y a eu une bonne performance. Dans le domaine de la protection des dépenses de réduction de la pauvreté, vous savez, dans le programme, il y a un plancher qui protège les dépenses de réduction de la pauvreté et des dépenses jugées prioritaires. Ces dépenses ont été à la hausse, ce qui est remarquable. Enfin, dernier objectif du programme, c'est de promouvoir une croissance à long terme, une croissance qui est durable et une croissance qui est inclusive, c'est-à-dire qui est partagée. Et dans ces domaines, il y a eu des progrès aussi. La réaction maintenant de vous, Cheikh Nabou Najim, si c'est vous qui êtes économiste. Merci. Effectivement, j'ai les éléments d'appréciation qui ont été fournis. Je m'en vais faire 2 ou 3 constats. Le premier élément, c'est que M. Diarra, effectivement, a parlé de 2 éléments qui pèsent aujourd'hui sur l'économie malienne. Le caractère vulnérable du cadre macroéconomique et aussi son caractère extraverti du fait que l'économie subit de plein fouet les chocs exogènes. Donc ça pose justement un problème, c'est que le modèle économique actuel du Mali n'est pas résilient. Donc, deuxième élément, c'est que le représentant du fonds a parlé des 3 piliers qui sous-tendent le programme avec le Mali. Vous savez, au-delà du programme, il faut que les gens comprennent bien, le FMI n'est pas le bailleur de fonds qui apporte le plus de choses. Ce n'est pas son rôle. Il a plutôt un rôle d'alerte vis-à-vis de la communauté des bailleurs de fonds. Pour dire, vous pouvez intervenir, oui, le cadre il est propice pour votre intervention, attention, etc. Tout ça. C'est pour ça que vous avez vu que pendant les 2 moments de fermissement récents, en 2012 et en mi-2014, quand le FMI s'est retiré et s'en est suivi un certain nombre de bailleurs de fonds qui ont effectivement décidé de se... Alors, je vais, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand on dit que la croissance est appréciable, elle est forte, et dans les termes du communiqué utilisé par le fonds, on dit que même la croissance malienne est robuste. Bon, 2 éléments. Le premier, c'est que vous aviez un taux de croissance démographique de 3,6%. L'un des plus élevés au monde. Vous n'avez pas de dividende démographique, c'est ce que les économistes appellent le dividende démographique. C'est parce que vous aviez une pyramide des âges qui fait que les jeunes, nous avons 65% de la population qui est constituée de moins de 25 ans, donc ils ne sont pas en âge de travailler et donc ils ne peuvent pas soutenir efficacement l'activité économique. Et donc, vous aviez, si vous faites un calcul simple, vous aviez en réalité un taux de croissance réel de 1%. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous avais dit tantôt dans ma précédente intervention qu'il faut toujours se comparer, avoir des étalons de référence, ce qu'on appelle en économie un benchmark. Vous faites un benchmark, je prends 3 pays, le Maroc par exemple, pour que le Mali par exemple puisse atteindre le niveau actuel du Maroc, au taux de 5% tel que dit par le représentant du fonds, il faut 50 ans, et pour atteindre celui du géant nigérien, il faut 75 ans. Or, ces 2 pays ne sont pas encore des pays développés, ce sont des pays émergents ou en voie d'émergence. Donc, vous voyez le fossé qui sépare le Mali de ces 2 pays, qui font que le 3e pays, c'est le Botswana, c'est un cas qui est atypique parce que, je vous disais tantôt, qui présente le même profil géographique que le Mali et qui a pu s'en sortir avec un élément central, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Et la gouvernance n'est pas sélective. Vous avez dû lire tantôt parmi les piliers du programme avec le fonds, il y a un certain nombre d'éléments, mais le fonds est très attaché avec la Banque mondiale aux éléments liés à la gouvernance. Mais si vous prenez cette gouvernance, la gouvernance ne doit pas être sélective, disais-je tantôt, parce que vous aviez la gouvernance au niveau, par exemple, du secteur aurifère, un élément que je veux vous lire, c'est un document qui vient d'être publié sur le site de la Banque centrale, où la Banque centrale, avec le ministère de l'économie et des finances et le comité national de balance de paiement, ils disent ceci, je le lis in extenso pour vos auditeurs, ils disent que les exportations d'or ne participent que très faiblement à la consolidation des réserves de change, compte tenu du défaut de rapatriement des recettes, moins de 5%
du taux de rapatriement des recettes sont maintenus parce que l'essentiel est gardé dans les comptes offshore détenus par les sociétés minières. Bon, je vous fais un petit calcul rapide. 70% des recettes d'exportation, c'est l'or. C'est le chiffre que vous tenez d'où? De la Banque centrale. C'est un document de la Banque centrale et du ministère de l'économie et des finances. 70% des recettes du Mali sont constituées par les exportations de l'or. Sur les 70%, le Mali n'arrive à rapatrier que 5%. Et sur les 5%, puisque le rapatriement se fait sur le compte d'opération au Trésor public français à hauteur de 50%, ça fait 2,5%. Monsieur Fomba, je ne sais pas par quel miracle le Mali peut se développer en ayant simplement des réserves de change de 2,5% pour son développement. Donc c'est une véritable opacité. Il y a, j'en finis là, la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a fait une enquête internationale en 2007 sur le secteur aurifère. Ils ont conclu, dans leurs dispositions conclusives, ils ont indiqué qu'il n'y a que 20% de la production aurifère qui est déclarée. Donc, si vous mettez tout cela bout à bout, vous voyez que le Mali n'a pas les moyens financiers pour assurer son développement. Donc, par contre, j'aurais été plus, conciliant en voyant que le FMI aussi a interpellé les sociétés multinationales aurifères pour dire, attention, il y a un problème de transparence au niveau de votre secteur. Parce que si on sait son engagement, et c'est un engagement qui a été salutaire, lorsque il s'est agi en mi-2014 sur un certain nombre de points liés au marché public, ça a été salutaire, mais on aurait quand même voulu, que la population aurait voulu, que le même élan puisse aussi aller dans le sens d'une meilleure gouvernance du secteur aurifère. Donc, il y a un vrai sujet. Le sujet, il est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la question centrale, au-delà des décaissements, au-delà des choses, et puis je m'en vais vous dire et m'empresser de le dire, faisons extrêmement attention à l'aide. L'aide n'a jamais extirpé un pays du développement, pour deux éléments. Lors de la conférence de l'OCDE à Paris, le représentant du fonds, son prédécesseur, M. Opbeke, je crains de décorcher son nom, avait indiqué, à justice, je le cite, que dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne peut se développer qu'avec la mobilisation de ressources intérieures, ce qui est tout à fait vrai du point de vue de l'analyse économique. Deuxième élément, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec 4,5% de mobilisation de l'épargne intérieure, assurer un développement inclusif. Il y a un vrai sujet sur la pertinence, sur l'efficacité du modèle économique et du programme. Peut-être qu'il faut repenser. Et d'ailleurs, le gouvernement, il faut le souligner, a pris la bonne mesure de la situation parce qu'en avril, tout récemment, a changé la dénomination du programme économique qui est le socle de toutes les politiques publiques en faisant, c'est maintenant le CRED qui est une forme, une nouveauté du document stratégique pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. Du point de vue sémantique, on a évolué, mais du point de vue du contenu, on n'a pas évolué. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à Robert Diarra, qui est donc du ministère de l'économie. Monsieur Diarra, c'est vrai, les chiffres sont les chiffres, les statistiques sont là, mais les citoyens lambda aussi est là. Ils ne comprennent pas grand-chose en ces chiffres parce qu'il l'attend, il veut que sa situation s'améliore. Il y a aussi les paniers de la ménagère. Alors, donc les chiffres ont beau être éloquents, alors la réalité est là sur le terrain. Alors, ce que les citoyens, l'homme de la rue veut comprendre, c'est l'impact de tout cela sur sa situation. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de ce genre? Ok. En tout cas, merci. Bon, je pensais que vous allez me permettre de réagir. Vous pouvez réagir rapidement. Très rapidement, par rapport aux propos quand même du docteur, ce que je voulais préciser, c'est que déjà, par rapport à l'or, je vais juste indiquer à l'attention de nos auditeurs que l'or contribue dans le budget d'État à plus de 200 milliards.
Aujourd'hui, si vous prenez un peu nos budgets d'État, les recettes qui sont mobilisées à travers l'or, c'est plus de 200 milliards. Mais les gens essaient de dire tout de même que la part du Mali est très faible. J'en viens. Puisque même là aussi, il faut comprendre, parce que le Mali, les équipements, donc le Mali n'a pas ses équipements, donc c'est des contrats qu'on a avec ces sociétés. Et ces équipements quand même appartiennent un peu à ces sociétés, mais je ne vais pas trop quand même m'étendre sur ça. Mais ce qui est important, c'est de dire que l'or, la contribution de l'or est indéniable aujourd'hui dans l'économie malienne. Et déjà en termes de création d'emplois, l'or crée plus de 1000 emplois. Alors, que diriez-vous donc à ces Maliens? Janvier, les statistiques parlent même de 3000 emplois quand on prend tous les secteurs. Et aujourd'hui, par rapport à la gouvernance, la transparence, par rapport à l'exploitation de l'or, le Mali a adhéré à ce qu'on appelle l'initiative ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et le Mali produit chaque 2 ans le rapport. Et ce rapport, en tout cas, c'est quand même indispensable pour montrer un peu la bonne gouvernance en matière de gestion de ces ressources. Et au Mali, c'est de façon quand même délibérée que le gouvernement a adhéré à l'initiative. Et les rapports sont produits tous les ans, chaque 2 ans, puisque c'est chaque 2 ans que les États produisent les rapports. Tout ça pour dire que vraiment par rapport à l'or, il y a beaucoup plus de transparence à sa gestion. Mais je voudrais pour revenir un peu, je viens très rapidement, pour revenir rapidement à votre question, parce que les Maliens, quand ils disent on ne voit pas les retombées de l'or, peut-être qu'il faut beaucoup communiquer. Puisqu'aujourd'hui, le budget d'État, sans les retombées de l'or, on allait être à quel niveau de ressources? Ça, c'est aussi important. Il faut qu'on explique aussi à ces Maliens que les dépenses du budget d'État, le budget d'État, c'est l'instrument que le gouvernement a pour mettre en œuvre sa politique économique, pour faire des dépenses dans les secteurs, pour même booster, accompagner la croissance. Quand on prend cela, l'or contribue beaucoup. Et déjà, pour revenir à votre question, les retombées de tout ça pour le citoyen lambda, c'est-à-dire ce programme, en réalité, le cutus que le FMI vient de donner par rapport à la gestion de notre politique économique a beaucoup de retombées. D'abord, ça accroît la confiance, la crédibilité des investisseurs étrangers, donc à l'endroit de notre pays. Ça, c'est vraiment important. Et à chaque fois qu'on parle d'investissement, on parle d'abord de création, donc d'emplois, et on parle aussi d'investissement, donc à travers la distribution de revenus. Donc déjà à travers ce programme, ce cutus, ça rassure, comme le professeur l'a dit, que le Mali c'est une bonne destination. Les programmes économiques que l'État met en œuvre, c'est des programmes économiques de qualité, et par rapport à leur mise en œuvre, ça ne souffre quand même d'aucune ambiguïté, et il n'y a pas de faille, donc le gouvernement respecte ses engagements. Ensuite, toujours par rapport aux retombées, c'est que déjà avec ce genre de programme, il y a ce qu'on appelle dans le budget d'État les appuis budgétaires. Les appuis budgétaires, c'est des aides que les partenaires quand même donnent directement. Ces aides sont versées au budget d'État et le gouvernement mobilise en utilisant dans le cadre de sa politique. Par rapport au versement de ces aides, donc il y a ce qu'on appelle les déclencheurs. Ce cutus que le FMI vient de donner, ce cutus est important par rapport au décaissement de ces montants. Donc ça permet d'améliorer toujours nos ressources et à chaque fois que ces ressources sont là où les Maliens peuvent sentir, c'est quand même l'amélioration de leurs conditions de vie en termes d'accès aux services sociaux de base. Ça c'est vraiment important. Je viens de dire la vocation quand même première d'un budget, c'est quand même régler des questions de développement. C'est satisfaire, faire en sorte que les citoyens puissent avoir le bien-être et le mieux-être. Et par rapport à ce bien-être, les infrastructures quand même sociaux de base sont vraiment importantes. Les écoles, les routes, les centres de santé, ça améliore d'abord les conditions de vie. Studio Tamani, puisqu'il est 17h45, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
de retour donc dans ce séjour pour poursuivre ce débat qui est donc consacré aux finances et à l'économie. Et nous en parlons avec trois invités. M. Robert Diarra, qui est le chef de cabinet du ministère de l'économie, Abdoulaye Tall, le représentant et résident du FMI au Mali, et Cheikhna Bounajim Sissé, qui est donc économiste. À présent, nous allons donner la parole. Enfin, je vois que M. le chef de cabinet souhaite toujours expliquer que ce qui se passe aujourd'hui entre le Mali et le FMI pourra avoir des retombées sur tout le monde, sur le panier de la ménagère. Alors, en 2 mots, avant qu'on donne donc la parole au représentant résident. Donc, très rapidement, en 2 mots, par rapport à ces retombées, ce qu'il convient de préciser, c'est que le gouvernement, à travers déjà ses ressources budgétaires, a pris un certain nombre de mesures. Et déjà, ceux qui travaillent dans les zones difficiles, je me rappelle quand les nouvelles autorités sont arrivées après les élections, donc l'une des mesures phares, c'était quand même d'étendre la prime des zones à l'ensemble des travailleurs qui sont dans ces zones difficiles. Avant, c'était alloué à des travailleurs de quelques secteurs, notamment les enseignants et ensuite les personnels sanitaires. Mais déjà, quand les nouvelles autorités sont venues, ils l'ont élargi à l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, les zones qui sont considérées comme étant les zones difficiles, le niveau des primes ont été améliorés et on l'a étendu à tout le monde. Et aussi, l'une des mesures phares, c'est que le gouvernement vient de réduire quand même l'impôt par rapport sur les salaires, les ITS, impôts sur les traitements et salaires. Ça, c'est des manques de recettes par rapport au budget d'État. Mais ça permet juste d'améliorer le pouvoir d'achat quand même des Maliens. Nous reviendrons à ceux qui travaillent. Nous reviendrons donc à vous dans un instant. Nous allons nous tourner du côté du représentant et résident du FMI au Mali, Abdoulaye Tall. Nous allons parler de gestion des finances publiques de façon un peu plus quand même précise. Alors, la gestion des finances publiques donnait quelques soucis au FMI il y a environ 2 ans, selon certaines structures spécialisées. Il y a même toujours des soucis à se faire. Par exemple, Transparency International qui soulignait qu'au Mali, 58% des personnes affirment que la corruption a augmenté et que le gouvernement ne lutte pas suffisamment contre les phénomènes. Votre appréciation, monsieur le représentant? Merci, c'est une question qui est très importante et qui a été débattue longuement dans le cadre des programmes avec le Fonds. Et le programme, en ce moment, vise comme objectif une augmentation des recettes budgétaires et aussi la transparence dans la gestion des finances publiques. Il y a eu des progrès enregistrés, et notamment dans le sens des contrôles et l'amélioration de l'efficacité des contrôles. Et certaines réformes ont été mises en œuvre et il y a un programme assez ambitieux de réformes qui sont envisagées dans le cadre du programme. J'encourage vos auditeurs à aller sur le site internet du FMI, imf.org, et de retrouver le document. Il est en français comme en anglais. Ils peuvent aller dans les détails. Alors, nous donnons la parole à vous, Cheikhna Bounajim Sissé, économiste. La situation des finances publiques au Mali, qu'est-ce que vous en savez? La situation actuelle des finances publiques, c'est qu'elle n'est que le reflet du niveau global de l'économie. Vous savez, dans un pays comme le Mali, l'État est le premier employeur. L'État est le premier opérateur. Même si vous prenez, par exemple, au niveau des structures bilancières des financières, ce qu'on appelle les établissements de crédit ou banques, plus simplement, l'État, la contrepartie, est une contrepartie aujourd'hui qu'on appelle le risque souverain. Vous savez d'ailleurs que le fonds est très regardant sur ça parce que, en fait, quand les banques financent l'État, ce n'est pas une intervention en faveur de l'économie. Elle est indirecte lorsque, effectivement, l'État a une dette intérieure et que l'État peut trouver ce prétexte financier pour pouvoir un peu diminuer la dette financière et permettre aux banques de ne pas enregistrer des impayés qui peuvent un peu ralentir leur intervention. Bon. Mais je me permets l'expression, en matière économique, c'est une hérésie. Elle ne fait pas partie de la logique.
On ne peut pas financer l'État parce que l'État est un opérateur économique, parce que l'État a des arriérés vis-à-vis des fournisseurs et que ces fournisseurs doivent être désintéressés pour que les banques ne puissent pas avoir leur portefeuille dégradé. Deuxième élément, c'est que on parlait tantôt, je voudrais y revenir avec votre permission, Monsieur Fomba, c'est ça? Vous avez souligné à juste titre le vrai problème. Parce que le temps il est court, focalisons-nous sur des éléments essentiels. Le secteur aurifère, il l'a si bien dit M. Diarra, c'est un impact significatif sur le budget de l'État. Mais ce n'est pas ça la question. Ce qui est le sujet, c'est que pourquoi les mines, notamment l'or, participent faiblement à la construction du PIB du Mali. C'est 5,8% le chiffre officiel. C'est ça la question. Pourquoi ce qu'on appelle en économie l'intégration du secteur aurifère est faible? Elle est faible parce que, pour deux raisons, je vais vous dire. La première raison, c'est qu'elle est dominée par les filiales des sociétés multinationales qui sont financées totalement par le système bancaire dans leur pays d'origine. Deuxième élément, c'est que vous aviez une exportation qui se fait à l'état brut, pratiquement l'essentiel de l'exportation se fait à l'état brut, donc il n'y a pas un effet d'entraînement sur le pays. Et le troisième élément, ce que vous l'avez dit, c'est que c'est la faible participation de l'État dans le capital des sociétés minières. Ce que peut-être M. Diarra n'a pas ajouté, c'est que le Fonds monétaire, c'est pas parce que les équipements sont chers, c'est que le Fonds monétaire n'autorise pas le Mali à entrer de façon significative dans le capital de ces sociétés-là ou à créer un joint venture. Je vous ai dit le cas du Botswana, je reviens. Le Botswana, qui est le premier producteur mondial de diamants, a dit, De Beers, qui est la première société mondiale, a demandé à De Beers de venir dans son pays et ils ont créé une joint venture. 50-50, et ils ont créé la société de Botswana, appartenant à 50% à l'État botswanais et à 50% à De Beers. Pour la commercialisation même à Londres, en 2013, ils ont créé une société intermédiaire qui va servir de distribution. Là aussi, la même chose. Et mieux, l'État botswanais a fait mieux. Parce que quand même, le Botswana, le représentant du Fonds le sait, ils sont champions de la bonne gouvernance en Afrique. Tout l'indice de transparence internationale que vous prenez l'indice MO, le Botswana est le premier pays africain en matière de bonne gouvernance. Ils ont fait même mieux parce qu'ils ont pris une participation croisée. C'est-à-dire que l'État botswanais est actionnaire dans le capital de Beers Group à hauteur de 15%. Donc ce qui fait que vous avez un effet totalement intégré, c'est que les chaînes de valeur qui existent sont complètement correctes. Donc il y a un effet d'entraînement sur l'économie. Donc c'est important qu'on puisse s'attendre un peu là-dessus pour vous dire que le secteur aurifère, qui est un secteur stratégique pour le Mali, doit être intégré, sinon nous n'avions pas. Nous avions une économie qui est une économie qu'on peut qualifier d'éclopée, c'est-à-dire qu'elle est convalescente, elle est fragile, elle est vulnérable, donc il faut qu'on puisse diversifier l'économie pour que le secteur de l'or et le secteur du coton soient moins tributaires, les performances économiques soient moins tributaires de ces deux produits de base. Alors, monsieur C, il nous reste très peu de temps. Nous allons à présent vous adresser à vous, monsieur Diarra, du ministère de l'économie. Cette question, le Mali peut-il s'inspirer donc du cas, de l'exemple du Botswana pour mieux profiter, tirer mieux profit de son or? Est-ce possible? Non, c'est-à-dire, moi je ne vois pas la question en ces termes. Moi, je vois la question autrement. C'est vrai, le Botswana, c'est un État, le Mali, c'est un État, c'est des choix de politique. Le choix que le Mali a fait, c'est quand même de rester, donc d'avoir des participations, mais pas en tant qu'actionnaire majoritaire. Ce qui est important quand même, c'est rester un peu dans le capital, donc avec une part qui permet de contrôler. Mais le Mali, quand même, n'a pas fait l'option d'être l'actionnaire majoritaire. Comme je l'ai dit, on peut voir les exemples, mais chaque pays, quand même, fait ses options de politique. Ça, c'est aussi la souveraineté de l'État. Et du point de vue aussi, quand on doit participer, il faut quand même comprendre que si le budget d'État doit financer tout ça, il y a beaucoup de priorités. Et déjà, l'option des hautes autorités, ça se justifie par le fait qu'il faut rester en tant qu'actionnaire.
donc libérer déjà le capital, mais quand c'est financé où l'étranger quand même est majoritairement actionnaire, donc ils détiennent plus d'actions, ça veut dire déjà ils ont la confiance par rapport au système malien. Ça aussi c'est important. Ça veut dire que le code que nous avons, la politique que nous mettions en place, c'est des politiques qui les attirent, c'est des politiques attrayantes. Donc ce choix de Botswana, moi je peux parler aussi d'autres choix. Et les choix, ça varie d'un pays à l'autre. C'est vrai que, je ne sais pas, peut-être que le choix de Botswana a fasciné certainement le docteur, mais peut-être que d'autres aussi sont fascinés par les options quand même que le Mali a eu à faire. Puisque ce qui est important, c'est de suivre les investissements dans ce secteur, c'est de les libérer. Ça, c'est extrêmement important de mon point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre l'essentiel ou la moitié du budget pour mettre un peu dans ces investissements? Moi, je dirais non. Le choix, c'est qu'il faut que l'État ait une participation, que l'État participe, mais pas en tant qu'actionnaire majoritaire. Et quand vous voyez la politique même donc à l'international, je prends aussi le cas de certains pays, aujourd'hui, quand on prend même les institutions internationales avec les bonnes pratiques ailleurs, on conseille quand même aux États quand même de ne pas prendre totalement ces actions-là, mais libérer carrément ces actions-là. Puisqu'il nous reste juste 2 minutes, je crois que nous allons réserver ces 2 minutes. Mais je note qu'à chaque fois qu'on me donne la parole... Écoutez, le temps il est limité, on ne peut pas laisser chacun aller jusqu'au bout, sinon les autres ne pourront pas intervenir à temps. Donc je vais juste boucler si vous me permettez. Alors, nous voudrions quand même laisser ce soin. Voilà. En 2 mots. Pour dire que comparaison n'est pas raison, c'est des choix de politique. Et le choix que nos autorités quand même ont adopté, c'est de participer, mais pas en tant qu'actionnaire majoritaire. Alors, monsieur le représentant du résident du FMI, Abdoulaye Tall, juste en quelques mots, à quel niveau le Mali doit particulièrement serrer la ceinture pour obtenir de meilleurs résultats économiques? Merci. En fait, pour revenir à la discussion qui a été commencée, il est important pour le long terme, pour promouvoir une croissance durable dans le long terme, d'élargir les bases de l'économie. Il ne faut pas juste se réduire à l'or ou à tel produit. Il faut élargir les bases de l'économie. Il faut élargir la gamme des exportations du Mali. Diversifier l'économie, en un mot. C'est ça qui va permettre au Mali d'être résilient face à des chocs qui sont imprévisibles. Et pour y parvenir, il faut avoir un climat des affaires qui est incitatif. Il faut investir dans les infrastructures. Il faut investir dans l'éducation. Et le programme permet de le faire en mobilisant les ressources pour les allouer dans les secteurs prioritaires. C'est l'objectif du programme et nous aimerions vraiment une forte adhésion de vos auditeurs à ces objectifs. Merci. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achève dans votre émission Le Grand Dialogue de ce mardi, une émission qui s'est penchée sur le climat, le bon climat qui semble régner désormais entre le Mali et les FMI. Ont participé à l'émission Robert Diarra, qui est le chef de cabinet du ministère de l'économie, Abdoulaye Tall, le représentant et résident du FMI au Mali, Cheikhna Abou-Najim Sissé, économiste. À la mise en onde, il y avait Nouhoum Diré, régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Diadje Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain donc. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi. Shenni Beri Siki Kafoba.